C'est la première saison d'un nouvel impôt, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière qui démarre. Un impôt, vous allez le voir, on va vous le prouver, qui pénalise les détenteurs d'immobilier. Ça, on ne le savait pas. Et ça révèle, un impôt qui révèle quelques surprises. Vous savez, et peu de souplesse, n'est-ce pas, Laurent Saillard? Tout à fait. Journaliste Bonjour, David. au magazine Le Revenu. Alors, absolument. C'est pas ce qu'on nous a vendu. On nous a vendu, non. Ça ne changera rien pour ceux qui ont l'immobilier, même taux, etc. C'est pas la réalité. Non, tout à fait. Alors, c'est vrai que pour partir, on va dire, d'un cadrage un petit peu positif ou assez large, il est clair que le nombre de contribuables qui étaient concernés, enfin de foyers contribuables qui étaient concernés par l'ISF va diminuer pour atteindre celui des foyers qui seront soumis à l'IFI. On était parti de 350 000 foyers avec l'ISF. On devrait aller, selon les estimations, autour de 150 000 foyers fiscaux. Mais ce sont bien des foyers. Donc, en retirant, on va dire, les veufs ou les célibataires, ça fait quand même 200 à 300 000 personnes probablement concernées, ce qui est à la fois peu et en même temps beaucoup. Donc il y a même en même temps beaucoup de gens qui vont rester concernés. Et effectivement, la première chose qu'on découvre en fait avec cette IFI, dont c'est la première saison, c'est que l'assiette est en fait beaucoup plus large, puisque au départ on s'est dit bon finalement c'est la composante immobilière de l'ISF qu'on va garder. Et tout donc les gens ont fait leur calcul en se disant voilà cette partie-là, oui, sauf qu'en fait l'assiette est donc beaucoup plus large, puisque vous savez que c'est l'immobilier sous toutes ses formes. Et donc, on va y inclure, la pierre papier. Ce qui, en soi, est discutable sur le principe. Mais c'était le cas avant, déjà, non ? Oui, mais c'était avant sous la partie financière. Oui. Mais tout à fait. Non, je suis d'accord. Parce que je veux dire, si on fait la transposition, en fait, on voit bien qu'en fait, il y a des actifs financiers de ce point de vue-là qui sont finalement gardés et transférés parce qu'on peut quand même discuter. Disons que tout ce qui est SCPI, au PCI, des actions de foncières cotées, etc., sous prétexte que le sous-jacent est immobilier, c'est quand même des valeurs mobilières. Donc voilà, on joue un petit peu sur l'ambiguïté, les parts de SCI, etc. Donc ça fait effectivement beaucoup de choses qui vont se rajouter et qui constituent une assiette. Donc même si donc le barème ne change pas, on va garder le même barème que l'ISF, mais l'assiette, du coup, elle est plus large que ce qu'était l'immobilier direct avant dans l'ISF. Ouais. Est-ce qu'on peut au moins, avec l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, comme en son temps avec l'ISF, est-ce qu'on peut diminuer l'actif net en réduisant toutes les dettes, tout ce qu'on appelle le passif? Alors c'est là où effectivement les contribuables concernés vont avoir beaucoup de mauvaises surprises ou commencent à le découvrir puisqu'on est effectivement à quelques semaines des dates limites de déclaration. C'est que en fait le périmètre est beaucoup moins large. C'est-à-dire que l'ISF permettait, parce qu'il était global, de déduire par exemple tous les impôts que vous deviez au 1er janvier. Dans l'IFI, on ne pourra garder que la taxe foncière et l'IFI lui-même précalculé, que vous mettez dans votre passif, mais c'est tout. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas mettre la taxe d'habitation. Et là aussi, on pourrait se dire que c'est discutable. On est sur de l'immobilier, pourquoi on n'a pas le droit de mettre la taxe d'habitation qui est due au 1er janvier On ne pourra pas mettre les impôts sur le revenu, les prélèvements sociaux, mais même toutes les dettes en fait qui étaient éligibles à l'ISF. C'est-à-dire que dette au sens du crédit qu'on peut faire, et en même temps, tout ce qui était les choses que vous deviez au 1er janvier, des factures qui n'étaient pas encore réglées, des prélèvements ou des débits qui devaient être faits et qui n'était pas encore fait au 1er janvier. Et alors, la grande nouveauté quand même que vont découvrir les contribuables concernés, c'est que notamment, le fisc fait une interprétation très restrictive en fait du crédit. C'est-à-dire que pour les gens qui ont une résidence principale, on pouvait s'imaginer, certes, ils ont un abattement de 30% sur la résidence principale, ça s'est maintenu. Mais avant, on pouvait déduire 100% de la dette. Donc 100% de la valeur. En fait, du capital restendu. Si on pouvait mettre au passif le capital restendu. Or là, on ne pourra mettre que 70% du capital restendu. C'est assez discutable, sous prétexte qu'effectivement, il y a un abattement, mais qui n'est pas de même nature, un abattement qui est fait sur la valeur parce que c'est une résidence principale. Autre exemple, toujours dans cette histoire de passif éligible qu'on peut déduire de l'actif, eh bien, les prêts in fine, c'est-à-dire ce sont ces prêts où le capital n'est remboursé qu'à la fin, vont être traités par le fisc. Les intérêts chaque année. Voilà, mais c'est-à-dire qu'en gros, vous empruntez 100 000 euros en 2017. Et normalement, en 2018, vous devez toujours 100 000 euros, puisque vous allez rembourser que 10 ans après. Par exemple, si c'est sur 10 ans, vous devrez rembourser ce capital, vous n'allez payer que les intérêts. Donc le capital, vous ne pourrez plus le déduire. C'est-à-dire qu'en 2018, on va vous retirer 10%, et comme c'est sur 10 ans, il faudra déduire 10% chaque année. On considère finalement que c'est un prêt amortissable. Alors donc en fait, c'est assimilé à prêt amortissable, alors que ça ne l'est pas du tout. Et là aussi, c'est quand même un petit peu étrange. Ce sont des petites techniques qui vont en fait gonfler la facture. Voilà, gonfler la facture. Est-ce qu'au moins on peut bénéficier de réduction d'impôts pour l'IFI comme en son temps on pouvait le faire pour l'ISF? C'est l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait effectivement beaucoup de dispositifs anti-ISF où on fléchait les investissements, notamment celui vers les PME. Alors celui vers les PME est supprimé. Alors à titre exceptionnel, en 2018, ceux qui avaient investi avant la fin de l'année 2017 pour des PME, dans des souscriptions, donc pour des augmentations de capital de PME éligibles au dispositif,
pourront le déduire encore de l'IFI 2018, mais ce sera la dernière fois. Après, c'est terminé. En fait, il ne reste plus rien, sauf les dons avec toujours le même régime, 75% du don, etc. Mais on voit que c'est de nature différente, parce que quand vous faites un don pour pouvoir déduire, en réalité, vous augmentez la facture, puisqu'il faut aller au-delà de 100% du montant de l'impôt pour pouvoir déduire 75% si vous voulez être à peu près au même niveau. Et en fait, finalement, vous changez le destinataire. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie de donner à l'État, vous voudriez le donner à un organisme, une fondation, etc. Mais en tout cas, c'est donc en soi pas un allègement. Si j'ai bien compris ce que me dit l'ami Laurent Saillard, si la base imposable est plus large, si on ne peut pas enlever, encore une fois, le passif, on a dit impôt, taxe d'habitation, si la façon de calculer la dette qui vient se déduire de l'actif, le crédit qu'on a sur ces différents composantes immobilières, ça veut dire que derrière, quelque part, c'est une augmentation d'impôt. Voilà, en fait, c'est une augmentation imposée. Alors, comprenons-nous bien, hein, il faut être effectivement, restons précis dans les termes. Ouais. On raisonne à périmètre constant, c'est-à-dire que là, je fais une comparaison entre le patrimoine immobilier qui était dans l'ISF. Donc, je vous coupe, on imagine des gens en fait ça concerne des gens qui n'ont pas de patrimoine financier. On va comparer des gens qui n'ont que de l'immobilier dans le patrimoine, sous l'ISF et sous l'IFI. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ce que je veux dire, c'est qu'on dit souvent ceux qui, par exemple, n'avaient que 100% en immobilier, ils n'avaient aucun actif financier. Ouais, ça arrive. Alors, oui, c'est-à-dire qu'en fait, le Français aime bien l'immobilier en plus. Ouais. Donc, on se dit, finalement, eux, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'ils vont payer la même chose. C'est ce qu'on nous a vendu. C'est ce qu'on nous a vendu. Voilà, en réalité, non, ils vont payer plus, puisqu'il y a un certain nombre de déductions qu'ils n'auront pas, il y a un certain nombre de réductions d'impôts qu'ils ne pourront pas avoir. Et effectivement, leur passif sera beaucoup plus maigre. Donc, en réalité, ça va effectivement un petit peu se durcir. Et alors, raisonnement comparable, je le rappelle encore une fois, bien entendu, pris de façon globale, le nombre de foyers fiscaux concernés par l'ISF et ceux qui vont être concernés par l'IFI, on va le diviser par plus que 2. Donc, et puis ceux qui auront des patrimoines financiers aussi dans leur patrimoine verront aussi, peut-être, ça sera compensé. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, un des éléments qui est resté sanctuarisé, c'est la notion d'actif professionnel. Donc, par exemple, si c'est de l'immobilier professionnel détenu pour une activité professionnelle, ça reste en dehors de l'IFI. Mais dans la plupart des cas, en tout cas pour les particuliers, ils ne sont pas dans cette configuration-là. Donc, eux, en fait, parce qu'il va y avoir ensuite, dans tout ce qui est l'immobilier qui n'est pas détenu en direct, il va y avoir des tas de suspicions ou de difficultés. C'est-à-dire que là, c'est un cadeau qui est fait à tous les stratèges patrimoniaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez une SCI, les comptes courants associés vont pouvoir être... Ils ont passé à la moulinette. Lorsque vous avez aussi par exemple, donc les prêts infinis, on en a parlé, mais les prêts familiaux, parfois il y a des prêts familiaux pour permettre à la jeune génération d'acquérir un bien immobilier. Comment est-ce qu'ils vont être traités comment on va pouvoir, est-ce qu'on va pouvoir les déduire ou pas? Enfin, il y a quelques précisions qu'on n'a pas encore. Et donc, au global, en fait, les gens concernés dans le cœur du réacteur, effectivement, vont avoir quelques surprises parce qu'en fait, effectivement, c'est une augmentation d'impôt déguisée sur cette partie du périmètre qui est l'immobilier en direct et l'immobilier indirect. Donc la facture sera plus salée pour celles et ceux qui ont les contribuables qui ont seulement de l'immobilier dans leur patrimoine. Je crois qu'on est très clair. Qu'est-ce qu'on ajoute là-dessus une fois qu'on a dit ça? Mais je pense déjà, on tombe un peu de la chaise déjà parce que ce n'est pas ce qu'on nous a vendu. Hein. Non, tout à fait. Et on peut ajouter que pour ceux qui sont concernés, il faut lire le revenu qui sont aujourd'hui et où il y aura effectivement le rappel des dates de déclaration, toutes les petites astuces à savoir, les écueils à éviter et tout ce qu'il faut faire, le mode d'emploi pour sa déclaration. Tout ça, c'est dans le revenu hebdo, évidemment, qui est tout chaud, qui vient de sortir et qui est notamment disponible en kiosque. Merci Laurent Saillard. Merci David. Bye.